Oh, oh, oh. Joyeux Noël, les amis. Oui, je sais, c'est pas vraiment le costume du Père Noël, mais bon, on va dire que nous, on ne fête pas Noël, et que pour nous, le vrai Noël, c'est le communisme. Bref, bienvenue à tous, je suis très content de vous recevoir pour cette première formule de Puissance 4. Le principe, il est simple, je vais faire très vite, je vais vous présenter 4 livres, tout le Puissance 4, en 20 minutes. 40 minutes. L'idée, c'est pas de vous raconter tout le livre, non, il faut que vous ayez lire les livres, c'est de vous en faire une présentation rapide, mais quand même détaillée, pour vous donner l'envie d'avoir envie, ou plutôt l'envie d'aller le lire, ou à minima de savoir à peu près de quoi parle le livre. Et comme c'est Noël, alors c'est un hasard, hein, c'est juste que j'ai mis du temps à commencer cette formule, je me suis dit que le premier numéro, ce serait un numéro spécial Noël. Tada, communisme, CCP, tout est logique. Et donc, je vais vous proposer 4 livres à offrir à 4 types de gauchistes que vous avez forcément dans votre entourage. Bon, par contre, je vais pas garder cette casquette, hein, parce que ça me saoule un petit peu, et puis voilà, quoi. Et je vais garder ça, j'aime bien. Et on va commencer par votre pote, le communiste, à offrir ici, en particulier, si vous avez un ami membre du PCF, mais aussi à tout autre marxiste qui s'intéresse un petit peu à ces sujets. Et je vais vous donner un indice, on va parler de salaire. Et oui, on va commencer avec Bernard Friot et Bernard Vasseur dans leur livre Le communisme qui vient aux éditions La Dispute. Les deux Bernard arrivent avec une idée simple, mais qui sont obligés de répéter parce que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Cette idée simple, c'est le déjà là communiste. Pour faire simple, pour les deux auteurs, il faut arrêter de penser le communisme comme une forme d'organisation sociale qui arriverait seulement après la chute du capitalisme. Le communisme comme un stade terminal qui n'arriverait qu'après la conquête du pouvoir et le renversement de la bourgeoisie. Non, pour eux, ça, c'est des conneries. Le communisme, il existe déjà un petit peu. On en fait déjà l'expérience. Pour eux, le communisme, c'est... Je vais citer parce que je l'ai noté. Moi, je fais mon travail, monsieur. Oui, je fais mon travail. Oui, avec un Apple. Oui, bien sûr. Pour eux, le communisme, c'est le surgissement dans l'histoire d'un acteur collectif, le prolétariat, qui va, au fil du temps, se gagner sa place et transformer sa réalité en obtenant des droits et des garanties pour devenir cette force actuelle qui s'appelle le salariat. C'est ce processus de lutte et de conquête qu'il faut sans cesse actualiser et généraliser. Donc, il faut concevoir le communisme comme un processus qui est déjà enclenché, quelque chose de dynamique. Et oui, j'ai une voix de con, Jamie. Et voir que le communisme existe déjà dans nos sociétés, et l'exemple le plus parlant, c'est bien sûr la sécurité sociale en France. Et donc, dans cette approche dialectique, on comprend qu'on n'est pas dans une société 100% capitaliste. Pourquoi ? Parce qu'il y a un acteur, le prolétaire. Alors prolétaire ici, ils l'entendent au sens large, hein, inquiétez-vous pas, on va y revenir. Mais le prolétaire, de par ses luttes, nous fait déjà apercevoir des formes d'organisation sociale, de solidarité et de rapport au travail alternatifs. C'est ça, le communisme. Et c'est en multipliant ces expériences par les prolétaires et en les rendant hégémoniques qu'on pourra à terme renverser la bourgeoisie. Et quand on y pense, en fait, c'est logique. Prenons l'exemple du capitalisme. Le capitalisme n'est pas arrivé à travers un grand soir capitaliste. Il n'y a pas une révolution capitaliste du jour au lendemain qui a renversé l'ordre ancien. Bien sûr que non. Au contraire, le capitalisme a été mis en place progressivement à travers une classe montante, la bourgeoisie, qui va peu à peu installer un autre mode de production. Un autre mode de production qui sera accompagné par d'autres paradigmes philosophiques, économiques, politiques, sociétales, tout ce que vous voulez. Bref, une autre manière de percevoir le monde. Et c'est seulement une fois qu'ils ont été hégémoniques qu'ils ont pu procéder à de véritables renversements de l'ordre social, en menant notamment des révolutions, mais ces révolutions venaient tout simplement acter la montée en puissance de cette classe bourgeoise. Grosso modo, le renversement de l'ordre ancien par la bourgeoisie, il n'aurait jamais été possible sans ce long processus. Et donc, Friot et Levasseur, ils cherchent à nous alerter sur une conception du communisme qui se limiterait à l'idée de conquérir le pouvoir pour renverser la bourgeoisie. Pour eux, on fait fausse route. Bien sûr, la conquête du pouvoir et la conquête des institutions, elle n'est pas à négliger. Et il est toujours préférable d'avoir dans le champ institutionnel une force politique qui représente le mieux possible les intérêts des classes populaires. Sur ça, il n'y a pas de discussion à avoir. Mais ces forces politiques qui représentent les intérêts des classes populaires ne sont que le produit des luttes menées par le bas.
On le voit par exemple avec la France insoumise. Si la France insoumise est aussi carrée en ce moment sur la Palestine ou sur l'antiracisme, c'est parce qu'il y a eu des mouvements sociaux qui l'ont forcé à l'être. En gros, la conquête du pouvoir n'est utile que si elle est là pour entériner la montée en puissance des idées, mais aussi des pratiques communistes au sein des classes populaires et dans un endroit en particulier, celui du travail. Le travail, c'est quelque chose de central chez Friot et Levasseur. D'ailleurs, le travail permet pour eux de montrer l'hypocrisie qui habite le système capitaliste, ou ce qu'ils aiment appeler la religion capitaliste. Et je dis bien religion capitaliste, parce qu'ils insistent à plusieurs reprises dans le livre sur ce terme. D'ailleurs, j'ai une petite citation pour vous. Répétons sans crainte d'être lourd que la principale religion qui nous tient en respect est la religion capitaliste, contre tant de discours prétendument laïques qui visent des religions infiniment moins perverses que celles qui ne mentionnent jamais. Et, pour cause, puisque leur laïcité couvre d'un drapeau républicain un attachement viscéral au capitalisme et au colonialisme qui en est inséparable. Le capitalisme a construit une religion redoutable, d'une pauvreté théologique absolue, ce qui permet à de prétendus athées de s'en réclamer en toute candeur, mais d'une efficacité sociale qui n'a rien à envier à l'Inquisition et qui a tué bien plus de monde quand on songe aux effets des injonctions du FMI et de la Banque mondiale qui tiennent lieu aujourd'hui de grands inquisiteurs. Ah, ça vous embouche à quoi, hein? Et donc le travail dévoile toute l'hypocrisie occidentale. Je suis obsédé par les occidentaux. Et donc le travail dévoile toute l'hypocrisie du système capitaliste parce que le système capitaliste, d'un côté, nous promet la liberté individuelle, la démocratie, la méritocratie, mais il suffit de se pencher sur le monde du travail pour voir à quel point le capitaliste est fondamentalement autoritaire, réactionnaire, tyrannique. Et que le prolétaire n'a en réalité que très peu de liberté. Il est contraint de vendre sa force de travail pour vivre. Et c'est dans le domaine du travail que le capitalisme se fait le plus féroce, usant de toutes ses forces pour empêcher les ouvriers de s'approprier ce travail, de s'approprier le mode de production. Parce que le capitalisme a bien compris que tout résidait là. Et il faut rappeler les bases. Le capitalisme, c'est le vol du produit du travail des ouvriers par la classe bourgeoise. Car ceux qui créent la valeur, ce sont les travailleurs. Pour eux, il faut recentrer notre attention sur le travail et ne pas hésiter à élargir aussi cette notion de travail. Et rappelle enfin une idée phare de Friot, le salaire à la qualification. C'est ça l'objectif pour eux. Alors, à première vue, ça peut vraiment paraître class first, mais pas tant que ça, parce que Vasseur et Friot continuent à s'intéresser aux luttes actuelles et notamment à la montée en puissance des luttes féministes et antiracistes. Car s'ils nous parlent du travail, ils ne tombent pas dans la caricature, comme le fait Roussel, à nous parler de valeur du travail, alors qu'on parle valeur-travail, et surtout à considérer comme travailleurs que ceux qui ont un emploi salarié. Ils élargissent la notion de travail et s'intéressent même aux tâches qui sont perçues comme improductif par la logique capitaliste et rappelle qu'en fait nous sommes tous des travailleurs. Et pour permettre cet élargissement de la notion de travail, il faut s'attaquer notamment aux structures racistes et sexistes de nos sociétés. Certains de ces acteurs de gauche et même de la gauche révolutionnaire participent même, directement ou indirectement, à ce discours bourgeois qui fait du travailleur non blanc ou de la personne non blanche en général le bouc émissaire, celui qui explique pourquoi la société elle va si mal. Pour contrer ça, il prône un salaire à la qualification pour tout le monde et surtout pas seulement pour les citoyens français. Non, pour toute personne résidant en France, papier ou sans papier. Alors, qu'est-ce que ça fait les confus de voir un marxiste carré et qui n'est pas obligé d'aller dans un discours anti-immigration ? Je vous invite aussi à arrêter tous les discours misérabilistes de la gauche vis-à-vis des ouvriers, d'arrêter là d'être à se complaindre et de s'engager enfin dans un discours plus offensif. Faut y aller, quoi. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut plus se contenter de demander des miettes, mais rappeler que nous sommes le travail. Il faut aussi arrêter avec cette martyrologie de la gauche qui semble être habituée à perdre et montrer au contraire que la gauche a pu gagner et qu'elle gagnait quand elle était offensive. Ça doit passer notamment par un discours qui rappelle les conquêtes qui sont déjà là, le communisme déjà là, le déjà là communisme. Vous prenez le sens que vous voulez, on s'en fout.
Il faut donc renouer avec une stratégie de conquête, notamment en revendiquant le salaire à la qualification. Bon, ok, ça paraît utopique dit comme ça, et même eux l'admettent que bon, ça va pas arriver du jour au lendemain. Mais on peut être stratégique. Et l'une de leurs propositions, c'est de commencer par les retraites. Hein, on sait que c'est le gros débat du moment. Et eux, plutôt que de demander un statu quo et la retraite à 60 ans, ils se disent non, c'est quoi ça notre conquête, c'est le statu quo. Mais on est quoi? On est des nazes? Non, il faut être plus offensif. Pour eux, ce qu'il faut demander sur les débats sur les retraites, c'est que à 50 ans, tous ceux qu'on appelle les seniors, salaire à la qualification. Ça y est, on peut pas les licencier, c'est terminé, et ils ont tous un salaire compris entre 2500 et 5000 euros. Moi je signe. Allez, 2 petites citations pour vous donner envie de l'acheter. En plus, je sais que vous aimez m'entendre lire. On peut ainsi remarquer une autre conséquence de ce changement de conception de la révolution que nous propose Marx, à savoir que le changement de régime politique n'est pas à ses yeux la condition de la révolution, mais bien plutôt son résultat ou sa conclusion. On dira même que la révolution politique devient possible seulement lorsque les exigences de changement dans le mode de production sont arrivées à maturité. Nous pensons qu'on ferait bien de s'en souvenir aujourd'hui où l'habitude des partis politiques, par une sorte de narcissisme et de fétichisme, est couramment de mettre les choses dans l'ordre inverse, de croire que tout commence par la prise du pouvoir d'État et que tout le reste en découle et suivra nécessairement. Comment dire autrement et plus clairement qu'il y a du déjà là communiste qui a pris pied dans la société, que le mouvement réel qui met fin à l'état des choses actuelles, selon la célèbre formule de Marx et de Engels dans l'idéologie allemande, a déjà commencé, que la politique est désormais une bataille sociale inflexible, une intense lutte des classes et que les possédants devraient bien se préparer à ne rien céder et à trouver des parades à ce qui se présente d'ores et déjà comme un combat durable et orageux. Bref, que ce soit pour vous-même, ou pour votre pote communiste, ou pour rendre communiste votre pote, achetez Le communisme qui vient de Bernard Friot et Bernard Vasseur aux éditions La Dispute. Allez, on continue. 2e livre. Vous avez un pote qui est un petit peu bandeur de la révolution, bandeur de la guérilla, qui se la joue, ouais, lutte armée et tout. J'ai un livre pour vous. Soit il va le lire, soit il le mettra fièrement sur sa bibliothèque. Ce livre, c'est lui. Praxis de la guérilla urbaine. Ça en jette, hein. De Carlos Marighella. Bon, je dis sûrement très mal, hein, vous m'excusez. Aux éditions 1er matin de novembre. Une petite maison d'édition indépendante que je vous invite à aller voir et à soutenir parce que ça fait un très gros travail et ça édite beaucoup de trucs d'extrême gauche. D'ailleurs, regardez la collection. Donc vous ne le voyez pas, mais vous le verrez peut-être en gros. La collection, c'est Au bout du fusil. Une collection qui est dirigée par Ron Augustine. Alors qui c'est alors je dis sûrement mal aussi, hein, tous les noms je les dis sûrement mal. Hein. Ron Augustine, c'était un ancien membre de la fraction armée rouge. La Roten Armee Fraction. Je pense que j'ai un accent allemand horrible. Et dirigé aussi par Jean-Marc Rouillant, l'ancien membre de Action Directe. Ça donne le ton. Pour revenir sur le livre, parce que c'est lui qui nous intéresse, Carlos Marighella, qui c'est? Alors pour faire très vite, Carlos Marighella, c'est un militant communiste. Il a passé, je pense, la majorité de sa vie au sein du Parti communiste brésilien. Donc c'est pas l'image du pur gauchiste que vous pourrez avoir dans votre tête, hein, de l'extrême gauche en mode non, pas de parti, pas d'organisation. Non, 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 non. Lui, il a milité longtemps au sein du Parti communiste brésilien. D'ailleurs, il a passé des années en prison à cause de son engagement, mais il a persévéré et il a réussi à occuper quand même des positions de pouvoir au sein du Parti communiste brésilien. Toutefois, des désaccords vont apparaître entre lui et le parti. En 1964, il y a un coup d'État au Brésil qui voit l'arrivée au pouvoir du maréchal Branco. Castelo Branco. 2 ans après, à l'âge de 57 ans, Carlos Marighella quitte le Parti communiste brésilien. Il lui reproche son inaction vis-à-vis de la dictature qui s'installe et d'être devenu beaucoup trop bureaucratique et donc coupé des masses. Et donc à 57 ans, Carlos Marighella, il décide tout bonnement de rejoindre la lutte armée. Ah oui, il rigole pas, hein, Carlos. Hein. Pour lui, il faut arrêter d'être mesuré face à la dictature. C'est utiliser les armes? Nous aussi, on utilise les armes. Enfin, là, je reprends Carlos, hein, je dis pas moi. Hein, Non. Ils fondent dans la foulée l'Action de Libération Nationale, l'ALN, qui a pour but en fait de rassembler tous les groupes révolutionnaires armés du pays.
et de mener la lutte contre la dictature, de la renverser, mais aussi de renverser l'impérialisme, et en particulier l'impérialisme américain, l'ennemi principal. Dans ce livre, on retrouve plusieurs textes, interventions ou interviews de Carlos Marighella, que ce soit des interventions qu'il a fait dans des conférences anti-impérialistes, des textes où il critique le Parti communiste brésilien, mais surtout le petit manuel de la guérilla urbaine. Un classique qui a largement été partagé par les mouvements révolutionnaires dans les années 70, notamment au Nord, que ce soit les Brigades Rouges, que ce soit la RAF, que ce soit Action Directe, connaissaient ce petit manuel, et même c'était l'un des penseurs préférés de Bernard Lavilliers. Oui. Alors beaucoup opposent la stratégie de la guérilla urbaine de Carlos Marighella à la stratégie des focos de Che Guevara, grosso modo des foyers révolutionnaires de lutte armée qui se situeraient plutôt dans le monde rural. Mais la réalité, c'est plus complexe. Surtout parce que Carlos Marighella, il ne s'oppose pas fondamentalement aux guérillas menées dans le monde rural, mais il est plutôt en désaccord avec l'idée d'un foyer révolutionnaire, parce que ça oblige à avoir une posture défensive, on aurait un territoire à défendre. Ce qui, face à un ennemi comme l'État qui est démesurément plus armé que vous, est une stratégie perdue d'avance. Surtout qu'il essaye d'élaborer un petit manuel de guérilla urbaine dans un contexte bien précis, celui du Brésil des années 60. Avec toujours cette priorité en tête que les actions menées soient comprises par les masses. Et donc, il élabore de multiples stratégies pour mener une guérilla urbaine tout en échappant à la répression d'un ennemi beaucoup plus féroce qu'est l'État et même l'impérialisme américain. Donc, tu es obligé de t'adapter, quoi. Petite parenthèse personnelle, dans ce livre, il est aussi question des religions, ou plutôt des acteurs religieux, et on voit que Carlos Marighella, et même l'Amérique du Sud en général, ont une approche qui s'éloigne beaucoup des athées marxistes bas du front qu'on trouve en Occident. Dans les textes, on voit qu'ils considèrent ouvertement les religieux progressistes comme des camarades de lutte. D'ailleurs, sur le sujet du lien entre religion marxiste et plus largement sur la théologie de la libération, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite avec Luis Martinez Andrade. Bien entendu, il est important de resituer les textes de Carlos Marighella à son contexte, c'est-à-dire, comme je le rappelle, les années 60 et le Brésil, c'est-à-dire une dictature. Ça permet de ne pas faire des analyses anachroniques et de transposer à des situations qui ne sont pas les mêmes. Sûrement une erreur qu'ont pu faire les organisations armées du Nord dans les années 70. Mais ça, c'est ouvert à la discussion, hein. Bref, un petit livre bien sympa, un classique de l'extrême gauche à offrir à votre ami qui aime l'odeur de la révolution. Petite citation ? Allez, je vous fais une petite citation. La tâche stratégique fondamentale de la guérilla brésilienne est selon nous la libération du Brésil et l'expulsion de l'impérialisme nord-américain. Notre lutte est donc une lutte de libération nationale, anti-oligarchique et anticapitaliste. L'ennemi principal de notre peuple est l'impérialisme nord-américain. Mais la relation étroite entre les impérialistes nord-américains et les grands capitalistes et grands propriétaires fonciers brésiliens fait qu'il est impossible de libérer le pays sans en même temps chasser les grands capitalistes et les propriétaires fonciers pour leur substituer le peuple en armes, avec un gouvernement populaire révolutionnaire. Et enfin, cette petite citation que j'ai bien aimée, c'est de la punchline. Parfois, j'aime bien la punchline. Vous êtes prêts ? Le marxisme, où ça débouche sur la pratique, où ça sert à rien. Ah, il est pas mal, hein ? Il est pas mal, Carlos. Allez, troisième livre, faut que je me dépêche, je vois le temps défiler. Et là, c'est un gros sujet, puisque c'est un domaine qui est rejeté par la plupart des gauchistes. Et donc, si vous aimez bien ce domaine, cette pratique, et que vous avez envie de la faire découvrir à des amis de gauche récalcitrants, ou que vous-même vous êtes récalcitrant sur ce sujet, je vous propose d'acheter ce livre sur la psychanalyse. Oh là là, je vous entends déjà derrière vos écrans. Ah, la psychanalyse, oui, ça, c'est pas scientifique. Et puis en plus, c'est conservateur et réactionnaire. Oh là là, tu devrais pas lire ça. Fermez vos gueules, lisez ça. Histoire populaire de la psychanalyse par Florent Gabaron Garcia. Aux éditions La Fabrique. J'ai failli les oublier. Désolé, excusez-moi. Bon alors, pour faire très vite, Florent Gabaron Garcia, c'est un psychanalyste, un psychologue, et il est diplômé de quoi ? Attendez, j'ai mes notes, de psychopathologie. Et dans ce livre, il montre que la psychanalyse n'est pas forcément une discipline conservatrice et réactionnaire, mais qu'au contraire,
elle peut présenter des phases progressistes, voire même révolutionnaires, et même étendre nos analyses marxistes. En fait, ça peut être utile pour nous pour élargir notre vision et nos théories révolutionnaires. Ouais, rien que ça. Tout d'abord, il admet que oui, effectivement, une psychanalyse conservatrice, réactionnaire, profondément autoritaire, ça existe. Et c'est peut-être même majoritaire en ce moment. D'ailleurs, elle est souvent mobilisée contre les luttes progressistes afin de les infantiliser. En gros, tu as souvent un psychanalyste qui arrive et qui dit « Oui, en fait, les gauchistes, ce sont des enfants gâtés qui n'ont pas réussi encore à rompre avec un idéal utopique dû à la relation avec leur mère. Je pense même qu'ils rêvent de choses un peu cheloues avec leurs parents. » Bref, en gros, on serait des petits chouchoutés ingrats parce qu'on n'aurait pas... parce qu'on aurait mal vécu la relation avec nos parents, ou que sais-je. C'est bon, en fait, moi ça se passait très bien avec mon père et ma mère, donc c'est même pas une explication valable. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes réactionnaires et conservateurs qui invitent à faire une psychanalyse qui serait neutre pour garantir sa scientificité. Bah alors fermez vos gueules. Cette position de la neutralité de la psychanalyse est d'autant plus partagée qu'elle a été défendue par le fondateur de la psychanalyse, aka Sigmund Freud. Freud. Je dis bien non, Freud. Mais pour Gabaron Garcia, c'est pas parce que Freud a validé cette idée qu'il faut la valider tout court. Non, on peut dépasser Freud. Pour paraphraser Tony Negri, Marx au-delà de Marx. Et donc Freud au-delà de Freud. On va pas s'en rester là, c'est pas parce que Freud l'a dit que ça y est. Parce que oui, Freud a appelé une neutralité de la psychanalyse et il a aussi partagé des visions politiques assez conservatrices mais surtout très pessimistes, notamment dans l'un de ses derniers ouvrages, Malaise dans la civilisation. Toutefois, l'auteur nous indique que ça, c'est le vieux Freud. C'est le Freud désemparé, le Freud de l'entre-deux-guerres, le Freud des années 30, qui est un peu désabusé par l'orientation politique, idéologique du monde, parce qu'on est vraiment à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et il y a la montée du fascisme un peu partout. Et donc Freud, il est un peu en mode « monde de merde, de toute façon, on ne peut rien faire ». Alors qu'avant cette période, Freud, il était plutôt ouvert, il était plutôt progressiste, il avait un intérêt pour les idéologies socialistes voire marxistes et il n'hésitait pas même à encourager ses collègues, notamment les plus jeunes, qui s'orientaient vers des expérimentations psychanalytiques beaucoup plus égalitaires, progressistes, voire même révolutionnaires. Il était en mode oui, allez-y, c'est ça qu'il faut faire. Mais surtout, au-delà de Freud, en fait, il y a d'autres psychanalystes qui ont mis en place une théorie, mais aussi une pratique de la psychanalyse qui se veut beaucoup plus progressiste. Pour faire un parallèle, pour que vous puissiez comprendre et admettre cette idée, prenons l'anthropologie. Il existe une anthropologie totalement coloniale, réactionnaire et conservatrice. Mais il existe aussi une anthropologie marxiste. Oui, une discipline, vous pouvez l'apprendre à travers différentes idées, différentes idéologies. Et donc, dans ce livre, à travers un ordre chronologique, il nous retrace différentes figures de la psychanalyse qui ont élaboré des théories, des techniques et des pratiques très progressistes. Une pratique de la psychanalyse qui était couplée, qui était associée à un engagement politique plutôt révolutionnaire pour la plupart. Pour eux, on ne pouvait pas séparer les deux. Ça devait aller ensemble. Et ça amenait à repenser plein de choses, à commencer par la relation entre médecin et patient. La figure la plus connue, c'est sans doute Wilhelm Reich, qui est vraiment, je pense, celui qui a lancé cette psychanalyse révolutionnaire. Et lui n'a pas hésité à s'opposer à Freud à son époque. Il a été l'un des premiers à élaborer une psychanalyse qu'on pourrait dire matérialiste, voire marxiste, c'est-à-dire une psychanalyse qui s'intéresse aussi aux conditions de vie des patients. Pour lui, on ne pouvait pas décorréler la santé mentale des patients, leurs symptômes, leurs maladies, à leurs conditions de vie. Les deux sont liés. Et pour eux, pour soigner les patients, il fallait aussi améliorer leurs conditions de vie. Il ne suffisait pas de les avoir sur un divan et dire « T'es dépressif ? Arrête ». Et Wilhelm Reich, d'ailleurs, il se demandait comment faire pour que la psychanalyse ne soit pas réservée aux classes bourgeoises, mais qu'au contraire, on puisse l'étendre aux classes populaires, qu'elles aussi, elles puissent avoir accès aux psychanalystes. Enfin, Wilhelm Reich, il est très intéressant parce qu'il permet d'élargir la pensée marxiste, notamment pour comprendre le fascisme. Et en fait, il avait une inquiétude, Wilhelm Reich, c'est qu'il voyait les théories trop économicistes, mais qui ne permettaient pas de comprendre pourquoi les masses adhéraient au fascisme. Et pour lui, il fallait user de la psychanalyse pour comprendre cet attrait des masses pour le fascisme. Il fallait travailler sur les affects, sur les pulsions, sur les envies, sur le désir, sur le libidinal. Pas mal le mot, hein. Franchement, pas mal. Je ne sais pas si je l'utilise très bien, parce que j'ai
Je suis pas sûr, mais je trouve que c'est pas mal. Bref, sans ça, c'est impossible de comprendre pourquoi tant de gens ont rejoint le fascisme. Mais parce qu'ils avaient le désir, il y avait une envie, il y avait une pulsion fasciste dans les masses. Parce que le fascisme a su parler à ces pulsions. Contrairement aux marxistes à l'extrême gauche qui étaient sans âme. Parmi les autres figures, on peut aussi citer Marie Langer, ou Langer, ou je ne sais pas comment ça se prononce, je vais mettre le titre, qui est née à Vienne durant la période socialiste, qui a très été influencée par ses idées socialistes, qui est partie d'abord dans la Catalogne révolutionnaire avant de partir en Argentine. Ouais, une vie de ouf. Et elle aussi, durant le débat qui a habité, qui a hanté la psychanalyse durant l'entre-deux-guerres, la question de la neutralité ou non de la psychanalyse, elle était du camp de ceux qui disaient « Mais attendez, on peut pas être neutre, vous êtes malade, il y a le fascisme, il est là le fascisme !» Bon, elle le disait mieux, elle disait « On ne peut pas regarder son nombril pendant que le monde brûle. » Elle avait la classe, Marie. Au fil des années, elle s'intéressera aussi à élaborer une psychanalyse qui est moins misogyne et s'intéresser à la psyché féminine sans oublier que cette psyché féminine, en fait, elle est beaucoup liée, voire totalement liée, aux conditions de vie des femmes. Et pour elle, on ne peut pas comprendre la névrose des femmes prolétaires sans prendre en compte leur situation catastrophique. Elle mettra en place par exemple des thérapies de groupe entre femmes, non pas seulement pour partager ses expériences et se soigner tous ensemble, mais aussi pour faire naître une conscience de classe et des solidarités entre elles. Il y a d'autres figures et d'autres expériences qui sont citées dans ce livre et qui montrent en fait la richesse des réflexions et des théories progressistes qui habitent la psychanalyse. Comme cette figure assez fascinante qu'est François Tosquel. Alors je vous dis tout court, moi je ne le connaissais pas avant, mais franchement, basé le gars, hein. Il est né en Espagne, mais il a principalement exercé en France et il a eu une grande influence dans la psychanalyse puisqu'il a aussi influencé des personnes comme Frantz Fanon et Félix Guattari. Et ouais, c'est quand même pas rien quoi. Oui d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui rejettent la psychanalyse mais qui en même temps bandent sur Fanon. J'ai envie de dire les gars, posez-vous des questions. Et ce François Tosquel, il est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Merde, j'ai tapé sur ça, j'espère que ça va, non ? Un paradigme qui remet en question, par exemple, la hiérarchie entre médecins et patients, le fonctionnement des établissements psychiatriques, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'antipsychiatrie. Il pose aussi la question de, au fond, c'est quoi un malade ? Et ils ouvrent alors une perspective audacieuse et révolutionnaire. Est-ce qu'au fond, on ne serait pas tous malades du capitalisme ? Une question qui est notamment posée par le collectif socialiste de patients. Alors c'est un groupe allemand et donc en allemand on dit plutôt le Sozialistische Patientenkollektiv, le SPK. Et l'expérience de Heidelberg. C'est Heidelberg ? Ouais, c'est Heidelberg. Ouais, l'expérience Heidelberg. Une expérience totalement révolutionnaire où la hiérarchie patient-médecin a été totalement détruite. C'était horizontal. Mais c'était aussi révolutionnaire dans la théorie, parce que pour ce collectif, en fait, nous sommes tous des malades du capitalisme. Des malades de l'économie libidinale du capitalisme. Un capitalisme qui nous aliène dans tous les compartiments jusqu'à notre vie sexuelle, notre sexualité, nos fantasmes. Dans cette perspective, c'est le capitalisme qui rend malade et donc le personnel soignant, le monde de la santé est en quelque sorte, je cherche le mot, complice. En quelque sorte complice de cet état de fait. Ça peut paraître bizarre, hein ? C'est assez étrange. Parce que vous allez dire, ben non, le personnel soignant, le monde de la santé, il nous soigne, quoi. Eh ben, oui et non. En réalité, il nous soigne juste assez pour qu'on reste productif. Mais il ne nous soigne pas en profondeur. Que ce soit au niveau physique, mais surtout mental. On reste aliéné. Je vais citer pour que vous compreniez un peu mieux, parce que peut-être que moi j'explique mal, c'est très possible. Mais dans tous les cas, allez lire le livre si j'explique mal, parce qu'il est incroyable. Lisez-le, lisez. Pas libé. Hein. Alors c'est un peu long, hein, vous m'excuserez, mais j'ai rien cité pour l'instant. La contradiction du capital consiste en ce qu'il nie ce dont il tire sa force. Il rend malade celui dont il a tant besoin pour réaliser son profit. Ce point est essentiel dans la perspective révolutionnaire du SPK. Si la maladie est produite par le capital, celui-ci ne peut tolérer que le processus en soit démasqué. Mais il ne peut tolérer davantage que l'accumulation soit menacée par l'épuisement physique et mental des sujets qu'il exploite.
D'où la tâche idéologique qui, pour le SPK, incombe à l'appareil de santé. Masquer le fait que le travail en régime capitaliste rend malade. C'est plus clair, non? Moi, ça me semble clair. Je voulais aussi vous lire ça. La nature et la fonction véritable de la cure demeurent ainsi masquées aux yeux de ses principaux acteurs. Car, en réalité, la cure réussie, entre guillemets, correspond dans les faits et sur le fond au rétablissement de la capacité de travail du malade, de sa capacité fonctionnelle dans le processus social de production du capital, dans sa réhabilitation. Pour le SPK, le rapport médecin-patient décrit l'ensemble de l'appareil de santé. Le capital et l'État entretiennent par là un instrument d'oppression de première qualité. Il s'agit de produire sur commande du capital de la force de travail à nouveau exploitable. Dès lors, il convient de reconsidérer la santé elle-même comme une maladie freinée, ou, si l'on veut, une maladie moins grave, dissimulant les rapports de production qui, par nécessité structurelle, rendent l'homme malade. En gros, pour les citer, bien portant veut dire exploitable. C'est pas mal, non? Ça ouvre des perspectives quand même. Bref, arrêtez de rejeter en bloc la psychanalyse, tout ça parce qu'au fond, vous comprenez pas trop ce qui est dit, hein, admettez-le. Que 70% des gens qui rejettent la psychanalyse, c'est juste qu'ils ne la comprennent pas. C'est pas grave, moi aussi je la comprends pas totalement, mais il faut faire l'effort de réflexion. Il y a des choses intéressantes, donc allez lire Histoire populaire de la psychanalyse de Florent Gabaron-Garcia aux éditions La Fabrique et offrez-le soit à vous, soit à vos amis. C'est un très beau cadeau en vrai. Hein. Allez, dernier livre, j'ai très peu de temps, je vais essayer d'aller vite. Vous avez un pote qui ne jure que par la sociologie, que par Bourdieu, Boltanski, Stéphane Beau, qui, pour lui, il faut avoir une méthode empirique, il faut faire des entretiens, il faut avoir fait un terrain d'enquête long de 3-4 ans, et vraiment avoir fait des observations, avoir fait une enquête ethnographique, et pour qui, en fait, les auteurs à s'intéresser, quand on s'intéresse à la politique, c'est Olivier Schwartz, c'est François Dubé, c'est Éric Marlière, c'est Gérard Moget, c'est Marwan Mohamed, bref. Vous avez un pote qui est chiant, et j'ai un livre pour lui. Quartier populaire. Défaire le mythe du ghetto. Par Pierre Gilbert aux éditions Amsterdam. Pierre Gilbert, c'est qui? C'est un sociologue, il est maître de conférence. À Paris 8, il s'intéresse aux questions relatives au quartier populaire. Et ce livre, il est super bien parce qu'en fait, il nous fait un état des lieux assez impressionnant des études sociologiques autour de la question des quartiers populaires. Et il s'intéresse surtout à la manière dont on parle des quartiers populaires. Là, depuis le début, je dis quartier populaire, mais c'est peut-être pas évident. Il y a peut-être d'autres manières d'appeler ça. Il y a peut-être cité, banlieue, ghetto. Et en fait, pour vous, c'est des débats anodins, mais non, pas tant que ça. C'est important parce que la manière dont on va appeler ces territoires, ça va jouer sur la manière dont on va se représenter ces territoires. Et ces représentations vont aussi jouer sur les politiques menées à leur égard. Comme quoi, quand même, il faut s'intéresser aux mots qu'on utilise. Il montre ainsi que la question des quartiers populaires, elle n'a pas cessé d'interroger les sociologues partout dans le monde. C'est une question compliquée. Et qu'en fait, au cours de l'histoire de la sociologie, il y a eu différentes manières d'appréhender cette question à travers différentes méthodes, mais aussi différents paradigmes théocratiques, non, théoriques plutôt. Et ça interroge d'autant plus que les quartiers populaires, c'est assez chargé politiquement. Il y a juste à voir tous les discours politico-médiatiques autour des quartiers. Des discours très souvent caricaturaux. Donc saisir au mieux le fonctionnement de ces espaces et la manière dont les habitants les occupent, c'est pas seulement une question qui intéresse les sociologues, c'est aussi une question qui nous intéresse nous, parce que c'est des questions politiquement importantes. Il n'y a qu'à le voir en ce moment avec la question des bourgs et des tours, toute la question autour de... En fait, il n'y en a que pour les quartiers, on fait rien pour le monde rural, ouais. Voilà, vous avez compris. Et bien sûr, la figure dominante et historique vis-à-vis de ces quartiers, c'est ce qu'on appelle les banlieues rouges. Et on a une image un peu fantasmatique de ces banlieues rouges. C'était le bon temps où en fait, c'était une sorte de petit village où les ouvriers vivaient ensemble, mangeaient ensemble, avaient la même culture, avaient les mêmes préoccupations. C'était vraiment le temps béni des banlieues rouges. Ah, avant l'arrivée de... Vous savez qui ? Mais cette image, elle correspond davantage à un fantasme qu'à la réalité. En réalité, c'était beaucoup plus complexe. On ne pouvait pas parler de villages homogènes, uniques, où tout le monde était pareil, et avait les mêmes goûts, les mêmes vies, les mêmes occupations. Non. Comme le dit Pierre Gilbert en paraphrasant une expression de Roger Cornu, les quartiers populaires ne sont plus ce qu'ils n'ont jamais été. Eh oui, il faut aussi interroger nos visions du passé. Mais l'une des questions majeures qui préoccupe l'auteur et qui nous
de voir les différentes analyses qui ont été faites sur les quartiers populaires, c'est de savoir si on peut parler de ghetto dans le cas des quartiers français. Le terme ghetto renvoyant bien sûr au ghetto juif, mais aussi surtout aujourd'hui au ghetto noir, et c'est-à-dire des territoires qui sont très ségrégés, que ce soit en termes d'espace, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le ghetto, ils restent dans le ghetto, ils vont pas ailleurs, mais aussi en termes de discrimination raciale, c'est-à-dire il y a une seule type de population dans ces ghettos, ils restent entre eux et il n'y a pas beaucoup de mélange avec le reste. Et dans ces territoires se développerait une forme de contre-culture, voire même de contre-société. Une société dans la société. Alors bien sûr, il mobilise énormément de sources, énormément d'auteurs, énormément de chercheurs. Voilà, c'est un travail quasi académique, donc c'est sourcé, c'est la base. Mais il y en a deux sur lesquels il va beaucoup se pencher parce qu'ils ont des positions opposées sur la question du ghetto. D'un côté Loïc Vacan et de l'autre Didier Lapeyronie. Et en mobilisant une multitude de travaux, il essaye de trouver qui a le plus raison. Et c'est au final un petit peu entre les deux, on pourrait dire, le centre, l'extrême centre. Mais en tout cas, Pierre Gilbert, il s'oppose à l'idée de ghetto pour parler des quartiers français. Pour lui, il faut s'opposer à ceux qui conçoivent les quartiers populaires français comme des territoires isolés, coupés du reste de la société, et dans lesquels se développerait une autre culture, voire même une autre société. Vous savez, c'est tous les discours autour du séparatisme, de la sécession, et qu'en fait, c'est des territoires perdus de la République où les méchants barbus, ils imposent leurs lois. Et en fait, ils vivent comme au bled, comme les Bédouins du 7e siècle. Non, ça, c'est pas vrai. Au contraire, Pierre Gilbert, sans nier les discriminations qui existent, qu'elles soient sexistes ou racistes, d'ailleurs il insiste beaucoup sur ça, il montre que ces territoires ne sont pas coupés du reste de la société, qu'il y a des échanges qui se font, qui restent quand même globalement intégrés, bien que discriminés, et que on retrouve un peu la même société qu'ailleurs, quoi. Il n'y a pas d'énormes différences, en tout cas dans les modes de vie, dans les styles de vie, dans les valeurs. Et surtout, les quartiers ne sont pas un bloc monolithique et homogène. Non, il y a même des hiérarchies internes, il y a une multiplicité d'expériences, une multiplicité de... Bref, il y a plein de profils différents. Que ce soit d'origine ethnique, de classe sociale. Bon, après, ça reste très classe populaire. Bref, ça reste pauvre, hein, globalement. Mais il n'y a pas une forme unifiée qui serait rassemblée sous l'islam et qui chercherait à faire sécession. Petite citation. En somme, il faut souligner avec force, les villes françaises sont bien structurées par de puissants mécanismes de ségrégation de classe et de ségrégation raciale. Mais la ségrégation n'y revêt pas la forme d'une implacable logique d'exclusion qui conduirait à l'isolement mécanique et systématique dans certains espaces des classes populaires ou de leurs fractions précaires et ou de certaines minorités racisées. Les classes populaires et les personnes immigrées des groupes les plus ségrégés racialement, les immigrés, leurs descendants du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et de Turquie, sont clairement désavantagés et rencontrent de nombreux obstacles sur le marché du logement. Néanmoins, la grande majorité d'entre elles résident dans les espaces de mixité sociale, dans lesquels elles ne constituent pas le groupe principal et cohabitent avec des ménages d'autres classes sociales et d'autres groupes ethno-raciaux. Et à l'intérieur des quartiers les plus ségrégés, en bas de l'échelle socio-économique et raciale, subsiste encore une importante diversité sociale. Si la concentration des ménages précaires des classes populaires et des minorités racisées tend à s'y renforcer, la population n'y est dominée par aucune minorité racisée, sauf dans de rares cas, ni par des fractions précaires des classes populaires éloignées de l'emploi. En gros, il est en train de dire non, mais c'est pas il n'y a pas une dictature islamique ou la dictature des dealers, c'est beaucoup plus compliqué. Bref, un très bon livre avec un gros travail de recension de l'auteur qui nous permet d'avoir un large état des lieux sur la question des quartiers populaires et qui soulève en fait plein de sujets qui sont explorés dans le livre. Parce que ça parle de la discrimination à l'école, de la discrimination à l'emploi, de la formation des bandes, de la violence, de la culture, de l'amour entre les filles et les garçons, de la relation entre les filles et les garçons. Bref, ça soulève plein de sujets. Et plein de questions. Mais dans tous les cas, il bat en brèche les discours simplistes et déconnectés des réalités qu'on peut trouver dans les discours médiatico-politiques ou politico-médiatiques, comme vous voulez. Ces discours qui sont davantage attirés par le sensationnalisme, par le buzz, par des idées simples et des phrases chocs que par la rigueur scientifique, par le monde réel, comme diraient les droitards.
Et l'auteur nous montre que, en réalité, c'est un sujet extrêmement complexe et que pour l'approcher, il faut être ni dans le populisme ni dans le misérabilisme, mais essayer d'avoir une rigueur, quoi, tout simplement, de travailler. Bref, un très bon cadeau, surtout si vous êtes fan de sociologie ou si vous voulez faire découvrir la sociologie à votre ami, un peu nul, notamment sur ces questions. Je rappelle, Quartier populaire, défaire le mythe du ghetto par Pierre Gilbert aux éditions Amsterdam. Voilà, et ben écoutez, c'était la fin du premier numéro. J'ai fait 20 minutes, j'ai dû couper plein de trucs parce qu'en fait mon tournage a duré 2 heures, je suis une catastrophe. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire ça au moins une fois par mois. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Ah bah si, mettez un like, abonnez-vous. Et aussi j'ai mis mon lien Streamlabs en bas là si vous voulez faire des petits dons. Parce que voilà, c'est toujours utile, hein, les gens de YouTube, si vous voulez me soutenir dans mon travail. J'espère que ce format vous a plu et je vais essayer de encore mieux travailler les prochains. Enfin, surtout sur la forme, quoi, parce que là, j'ai juste un fond vert. Regardez, je suis dans l'espace. C'est l'espace, je peux pas... En fait, je crie, mais c'est l'espace, donc il n'y a pas de son. Milan, j'ai terminé, Milan. Milan, j'ai terminé. Est-ce que tu peux me truquer le truc pour que je commence le montage?